parce que vraiment tu l'as voulu de toutes tes forces, donc tu as voulu être candidate. Je te connais depuis quelque temps, puisque nous échangeons des idées dans le même mouvement. Et je savais que lorsque tu avais une idée en tête, tu ne l'avais pas ailleurs. Je savais que tu étais une femme passionnée, mais je n'avais quand même pas imaginé que c'était à ce point-là. Vraiment, j'ai fait des découvertes, et je dois dire que tu es venu m'inviter dès le 10 octobre, et que dès le 10 octobre dernier, tu savais déjà parfaitement ce que tu allais faire. J'aurai l'occasion de revenir d'ailleurs un petit peu sur ce que tu représentes, sur ce que tu es, mais je voudrais d'abord, vous le comprendrez, saluer Jean Bourdin. Cher Jean Bourdin, vous avez été maire, et c'est la plus belle des responsabilités qui puisse être. C'est en tout cas celle qui est la plus plébiscitée encore de nos jours par nos concitoyens, maire de Foucheron. Et puis, vous avez accepté d'être de suppléant. Je pense dans le domaine médical, vous êtes pharmacien, je crois. Et je vous remercie, Christine, parce que c'est un beau challenge, mais il fallait vouloir le relever. Et puis, il y a Jacqueline, qui est l'amie, très très intime, je les ai vus dans la voiture, j'ai vu comment elle se parlait. Et la directrice de campagne. Et la directrice de campagne. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de solidarité, voilà, de fraternité, d'amitié. Et puis, cher Gérard Vallin, j'avais entendu parler de vous, mais je n'avais pas eu le privilège de vous rencontrer. Je me suis permis de prendre quelques notes, parce que j'aime les défricheurs de chemins qui n'existent pas encore. J'aime ceux qui commencent à tracer les sentiers dans ce monde qui est devenu une jungle pour essayer d'aller d'un point à un autre dans les meilleures conditions possibles. Je dois dire que je n'ai pas été déçu. Et je comprends que vous souteniez une femme telle que celle que nous soutenons ce soir. Je voudrais remercier la dame qui représente le progrès, je ne sais pas si elle est partie, parce que j'aime beaucoup les journalistes du progrès aussi, parce que j'ai souvent eu une réussite avec eux. Ils ont souvent compris ce que je disais. J'ai eu l'occasion de venir à de nombreuses reprises ici, notamment avec l'Association nationale des élus de la montagne, à notre occasion aussi. Et puis je voudrais terminer par toi, mon cher Johan, parce que tu es celui que je connais depuis le plus longtemps. Et je t'avais dit, le premier jour où je t'avais vu, tu as un destin. Tu es comme ces arbres qui fournissent de très beaux fruits. Tu as de la souffrance. Et souvent, c'est ces arbres pleins de souffrance qui sont pleins de fruits. Et ces fruits vont venir un jour, tu t'étonneras. Et tu étonneras ton entourage et tes amis. Tu as une place tout à fait à part dans notre famille. Et je crois qu'en ayant vu quelques-unes des réactions des amis qui étaient proches de toi, bien, je ne suis pas étonné non plus que tu sois aux côtés de Christine. Alors je voudrais que vous gagniez. Voilà. Je voudrais que vous gagniez ensemble. Parce que... Oui, toi, voilà. Et vraiment, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Voilà. Et puis, enfin, j'ai vu une de tes filles qui est un heureux événement. Et je l'ai félicitée. Pour moi, ça a changé ma vie. Quand j'ai attendu mon premier enfant, je vous souhaite la même chose, je sais que c'est bien parti. Mais je ne peux pas oublier que tu en as eu 6 enfants. Je ne sais pas comment tu as fait, parce que tu as regardé une silhouette de starlette. Tu es vraiment, on se demande si tu es jeune maman, jeune mamie, qu'est-ce que tu fais, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Et voilà, tu es un miracle de bonheur, de santé, et tu es véritablement un phénomène humain. Bon, voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Alors comme il me reste un quart d'heure, un petit peu plus,
c'est très important ce que vous avez entrepris. Très important. On pourrait dire a priori que ça ne l'était, vous ne savez pas. Parce que quand on a, d'abord pour être candidat aujourd'hui, il faut vraiment avoir un solide, psychologiquement. Parce qu'on rencontre tous les jours des hommes et des femmes qui d'abord sont très profondément anxieux, qui sont inquiets, parfois en colère. Souvent, c'est encore pire, indifférent. Et alors qu'ils nourrissent à l'égard des élites, que je vous rejoins, et en particulier des politiques, une montagne de ressentiments qu'on ne peut pas définir, tellement c'est immense. Et il faut beaucoup de courage pour parler, pour leur expliquer qu'il y a une élection, pourquoi cette élection, pourquoi faire, qu'est-ce que ça va changer. Et c'est en cela que j'ai, en ce qui me concerne, énormément vu changer les choses. D'abord, je me suis étonné moi-même, parce qu'il y a quelque temps, on me considérait comme un jeune, puis maintenant je suis devenu un vieux. Et je n'ai pas vu le temps passer. Mais je suis maire de ma commune depuis 35 ans, c'est-à-dire que j'ai passé en ce monde beaucoup plus de temps comme élu que comme simple citoyen. Il est vrai que j'ai été élu à 21 ans, donc et conseiller général à 24. Je suis berger, fils de berger, et un petit-fils de berger. Vous savez, on est berger comme on est marin, de père en fils et vice-versa. Et puis j'étais voilà, passionné de liberté, de montagne, d'indépendance, comme m'avait appris mon père qui était passeur d'armes et qui n'avait jamais voulu en faire un titre de gloire parce qu'il estimait que c'était normal. Le village où je suis maire se situe juste à côté de l'Espagne. Il y a 18 km de forêt, très long, et puis c'est l'Espagne. Voilà. Donc j'ai été élevé au sommet, de 1200 mètres l'été, et puis dans mon petit village, très heureux dans ma famille, et très malheureux dès que j'étais à l'extérieur de ma famille, parce que je vivais dans la banlieue de mon immense village de 150 habitants, donc je n'étais pas au cœur du village, donc je ne savais pas attraper un ballon à pleine main. Lorsqu'on me l'envoyait, d'ailleurs, on me l'envoyait non pas pour que je l'attrape, mais pour que je le prenne plutôt dans la figure, vous voyez. Donc ça a nourri une espèce de volonté de montrer qu'au fond, je n'étais peut-être pas définitivement maladroit, ou définitivement bon à rien, ou raté, et puis que les critiques qu'on adressait à mon père n'étaient pas justifiées, donc, parce que déjà à l'époque, le vent avait tourné, et c'était pas très bien perçu d'être berger, d'être paysan, d'être ouvrier. Bon, c'était déjà ainsi. Et c'est le moment où Jean Ferrat avait sorti une très belle chanson, qui avait beaucoup plu à mon père. Je parle souvent de mon père parce que c'est un des hommes que j'ai le plus admiré en ce monde. Il me disait, il faut que tu me trouves avec ton engin, parce qu'on m'avait offert un magnétophone, et j'avais 19 ou 20 ans, que tu enregistres pour que j'écoute toutes ces paroles, parce que ce type, c'est incroyable ce qu'il a pu écrire. La justesse de ses mots et la vision de ce qui nous attend. Il faut que tu trouves ça, et je l'ai fait. Et il s'était mis en tête d'aller rencontrer Jean Ferrat. Mais comme il n'avait pas de permis de conduire, tout le monde était très occupé, qu'on ne savait pas où était Jean Ferrat, puis que Jean Ferrat a un peu disparu de la circulation aussi, il n'a pas pu le faire. La montagne est belle, bien sûr, c'est de ça dont il s'agissait. Donc voilà un petit peu d'où je viens. J'ai même fait la prime d'installation des jeunes agriculteurs. J'étais donc chef d'exploitation, parce que mon père était tombé dans une crevasse en montagne. Je n'ai pas fini de passer mon examen. Pendant 3 ans, puis ensuite c'est mon frère qui a pris la suite, parce que mon père estimait que c'était peut-être lui qui était encore le plus même. J'aimais la terre, mais il m'a dit, ton frère, il parle aux animaux, et les animaux comprennent ce qu'il leur dit. Moi j'ai dit, ah oui, ça je ne peux pas le faire, non, moi, mais toi, il ne faut pas que tu t'éloignes. C'était le moment où l'exode rural commençait, c'est très dur, toutes nos campagnes. Hein. Et puis, les jeunes femmes qui avaient vu leur mère vieillir prématurément, c'était l'après-guerre, ne voulaient surtout pas se marier, ni sur place. Donc elles cherchaient éperdument un gendarme, un postier. Voilà, vous avez connu cette période-là.
Et c'est aussi une période où le célibat a frappé très durement en campagne. Alors la guerre de 14-18 a fait beaucoup de mal, celle de 39-45 les a beaucoup changé aussi. Et puis ces phénomènes tels que le célibat n'ont pas fait du bien, bon, les choses ont un petit peu évolué depuis. Et c'est à ce moment-là peut-être que j'ai pris conscience du fait qu'il fallait que je m'engage. Parce que c'est ça, mon père me disait toujours, maintenant je te libère, j'avais 22 ans, fais le tour du monde si tu veux. Bon, je suis réélu, j'ai fait que le tour de l'Afrique, en autostop. J'ai trouvé qu'elle était grande quand même. Et je me suis arrêté, je me suis dit, le monde, on verra ça plus tard. Et puis, j'avais, comment je dirais, eu la chance de découvrir un petit peu de philosophie par hasard, parce que j'avais un professeur de français, j'ai toujours beaucoup aimé mes professeurs de français, me fait découvrir Platon, et puis ensuite tous les autres. Et comme j'étais très amoureux de sa fille, parce que moi j'étais très timide, vous comprenez, c'est une timidité qui est restée jusqu'à 19 ans et demi, 20 ans. Alors Bayrou, lui, était bègue, il ne pouvait pas en sortir une, je suis pas sûr, bègue, chez bègue. Et moi j'étais timide, alors vous imaginez, si on était bien parti pour conquérir la France et l'Europe. Et c'était ainsi, on s'est soigné mutuellement, comme on a pu, on y est arrivé, par une timidité. Et alors j'étais très amoureux de la fille de mon professeur de français. Et alors je voulais l'épater, pour ça je me suis mis à me taper du Platon. Seulement, Platon, comme vous n'avez pas l'habitude, c'est pas Jules Verne, c'est quelque chose. Et bon, et puis j'y suis arrivé. Et alors il a fait acheter à ma famille, qui était au seuil de pauvreté, qui le sont aujourd'hui, la collection entière des philosophes grecs. Et puis ensuite j'ai voulu aller plus loin pour voir un peu ce que racontaient les Romains. Et c'est comme ça que je me suis autodidacté, plus ou moins, et que j'ai un petit peu découvert. Alors pour revenir à cet engagement, j'ai connu donc très jeune des responsabilités, et j'ai connu la période où c'était plus facile. C'était plus facile. On prenait des décisions, puis on pouvait les réaliser. Alors c'est vrai que d'une certaine manière, les gens étaient peut-être plus soumis, encore que chez nous, ils n'avaient jamais été. Les campagnes électorales ont toujours été d'une virulence inouïe. Vous savez, chez nous, quand on sortait d'une campagne électorale, on était en bonne santé. C'était terrible, mais malgré tout, il n'y a pas les mouvements qu'on a connus par la suite. Bon, les élections étaient dures, mais après, on travaillait, puis surtout, il n'y avait pas cette bureaucratie terrifiante qui vous empêchait de faire des difficultés partout. Donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser beaucoup, et puis moi j'étais vraiment comme Christine, je voulais être élu pour exercer un mandat local. Et c'est le premier différent qu'on a eu avec François Bayrou, parce qu'on a été élu conseiller général le même jour, 21 mars 1982, et il voulait que nous montions tous les deux à Paris. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Paris? On m'a élu dans une vallée ici, elle a perdu 10 000 habitants en 100 ans. Il lui en reste plus que 2700, je suis là pour m'en occuper. Il dit, mais non, mais toi tu ne veux pas d'ici, parce que tu verras, on va te sucer jusqu'à moi, et puis après on te jettera, tandis que si tu as un statut national, tu pourras faire les deux, puis tu pourras apporter des services, ça sera beaucoup mieux. Je lui dis non, et puis comme je n'avais pas d'argument, je lui ai dit, écoute, il vaut mieux pas que je monte à Paris, parce que peut-être un jour on sera un peu trop. Alors donc je suis monté, mais beaucoup plus tard. J'ai été député beaucoup plus tard. Alors, peut-être un mot sur mon engagement. Toute ma vie, mes amis, ceux qui m'aimaient, mes parents, m'ont dit, surtout ne change pas. Ne change pas, si tu prends des responsabilités. Et moi, je ne savais pas si on allait changer en prenant des responsabilités, parce que j'ai eu des responsabilités importantes. Et je me suis rendu compte qu'au fond, la meilleure manière de voir si j'ai changé, c'est de relire ce que j'écrivais à 18 ou 19 ans. Et je me dis que je peux entièrement le signer, ce que j'avais écrit à cette époque-là. Et toute ma vie, je me suis attaché à essayer de ressembler à ce que je voudrais être. Parce que c'est un immense combat, parce que c'est très difficile. Ça demande beaucoup de volonté et d'engagement. Eh bien, j'ai eu mes périodes d'engagement, j'ai eu aussi mes périodes de faiblesse, j'ai eu mes périodes de turpitude, j'ai eu des problèmes de recherche intérieure, métaphysique. Et puis,
finalement, bon, mais j'ai continué. J'ai eu la chance d'être élu, réélu, en ayant conduit quelques-uns des projets qui ont été les plus discutés de France, d'Europe et même du monde, en ce qui concerne le tunnel du Solport, qui, alors que tout le monde était au départ favorable, est devenu l'œuvre la plus anti-écologique du monde, comme ça, comme les choses se font. Et j'ai beaucoup souffert, bien entendu, de cette période-là. J'ai pensé, comme tu l'as très justement dit, Christine, que les choses partaient du plus proche du terrain. C'est-à-dire là où se nouent les relations, la connaissance, où on peut croiser les regards, où on peut échanger. Et j'ai eu la chance de réaliser beaucoup de projets et de créer des emplois. Et puis maintenant, je me rends compte que tout ça est devenu extrêmement difficile. Alors je suis, comment qualifié comme chantre de la défense du monde rural, du monde des campagnes, du monde paysan. Et ça aussi, ça me vient de mon père qui me disait il ne faut pas que tu renonces. Nous commençons à vivre en bouleversement, je ne sais pas comment il savait tout ça, il était quand même épaté. Il m'a dit, tu vois, aujourd'hui, les gens vivent dans des villes où ils vivent à la campagne. Mais les deux sont équilibrés, c'est deux modes de vie complètement différents. Et tu verras qu'un jour, ça sera tellement cher de vivre au cœur des villes qu'ils ne pourront plus vivre, et surtout à Paris. Donc ils vivront à proximité. Et cette proximité égratignera et mangera les terres agricoles autour. Et les campagnes seront entièrement vidées de leur substance. Et j'ai vu, malheureusement, que c'était ce qui se passait. Et moi, je n'ai jamais pu l'accepter, parce que je dis que si beau pays que la France, qui est baigné de mers et d'océans, presque partout, avec des montagnes partout où il faut, comme on dit, d'une jolie femme, avec des forêts, avec des larges plaines, des échancrures, tout ce qu'il faut, eh bien, on peut tout faire dans ce très beau pays. Ce problème, c'est que ce pays, il a été pris de doute depuis un certain nombre d'années. Ça a été très vite dans ce tourbillon, vous l'avez très remarquablement décrit, et ce pays qui a eu un rôle et un destin si singulier pendant des siècles, d'abord sur son propre territoire, parce que nous sommes le seul pays à s'être construit en rassemblant des peuples, et même des nations. Il a eu un supplément d'âme, il a fait une révolution, il a fait une république, il a été le support d'une laïcité que nous avons exportée dans le monde entier. Et il a inventé un dispositif qui permettait à tous les modes de pensée de vivre ensemble. Et puis il a inventé aussi un système d'intégration qui est maintenant bien en panne, bien en difficulté. Et avec la francophonie, on avait un réseau absolument exceptionnel. Et je pense que la France est malheureuse aujourd'hui, alors qu'elle fait partie des pays qui sont les plus favorisés au monde. Nous faisons partie des pays les plus riches. Et pourtant, nous sommes un des pays les plus endettés de la planète. Il y a un problème quelque part. Il faut chercher l'erreur. C'est de la faute de nos députés, parce qu'ils ont des indemnités bien trop élevées. C'est une des raisons. Moi, je vous assure que j'arrive à dépenser la mienne très facilement. Je vous assure que j'ai besoin de personne. Vous ne payez pas de transport en plus. Voilà, non mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, mais je vous payez, vous, à l'Assemblée nationale, vous payez même pas ce qui est dans l'assiette. Voilà. Ah si, ça, on le paye, monsieur. Ça, mais je ne suis pas venu ici pour pleurer sur mon sort. Hein. Je suis venu simplement pour dire ce que je ressens de l'évolution de mon pays et comment je le perçois. Après, je ne veux pas dire qu'un député est à plaindre, loin de là. Et je ne suis pas à plaindre, encore que je fais du mieux que je peux et je m'engage à fond. Et que si j'avais plus d'argent, je le consommerais aussi, parce qu'au lieu d'avoir 3 salariés, comme la plupart des députés qui n'en ont même pas, hein, parce que quand vous êtes maire d'une grande ville, vous président d'un conseil général
c'est le cabinet du Conseil général qui vous prend en charge, ou le cabinet de la ville, tandis que moi j'ai 7 salariés et à chaque fois il faut une autorisation spéciale du président du Conseil général parce que vous engagez l'Assemblée nationale si ensuite il y a des problèmes de licenciement ou autre. Voilà, ça c'est pour monsieur, pour expliquer un petit peu comment les choses se passent. Voilà. Donc moi je pense, comme vous, très profondément, que nous sommes dans un problème de mutation. J'ai écrit un livre il y a 2 ans où j'ai vu les choses en ma vie d'une manière très noire et très pessimiste. Mais vous pouvez rester, monsieur. C'est pas... De toute façon, je n'ai... personnel, ça m'intéresse pas. Mais je comprends. Mais vous pouvez rester Si rien vous que voulez vous. faire la culture dans le Jura, il y a de la place, il y a des terrains en prix dans le Jura. Mais oui, mais Quand je vous vous êtes ai... paysan, vous voulez faire la culture dans le Jura, il y a de la place. Mais vous pouvez me parler quand même. Voilà. Mais je crée toujours des phénomènes de ce type, sans le vouloir, parce que pourtant je vais à Calaville. Pourtant j'essaie de ne pas mal faire. Voilà. Bon, alors tout ceci étant, je me suis donc beaucoup retrouvé dans l'action locale. Et je veux terminer ma petite démonstration sur la situation de la France dans le monde. C'est que tout a basculé, parce que nous étions un pays, un grand pays, et puis que d'un seul coup, on ne sait plus qui on est. Parce que nous nous sommes très justement engagés dans la construction européenne, parce que quand vous avez une guerre qui vous ravage toute la jeunesse, tous les 20 ans, il faut quand même mettre un terme à ça. Et puis ensuite, la mondialisation s'est invitée à nous. Il y a eu une globalisation. Le mur de Berlin est tombé, il n'y a plus qu'un seul modèle. Et ce modèle est devenu complètement fou. C'est un modèle libéralo-social, ou démocrate-social, enfin ça dépendait un peu des fois, mais ça se défendait bien. Mais à partir d'un certain moment, il n'y a plus de contre-fou, et c'est là, je pense que nous avons une très grande part de responsabilité, nous, politiques. C'est pour ça que s'il avait attendu une minute, mon ami, là, il aurait dit que je suis capable de faire des actes de contrition. Nous avons une très grande part de responsabilité parce que nous avons démissionné. Les hommes politiques ont démissionné massivement. C'était tellement complexe, tellement difficile qu'on a dit, bon, on risque plus de se taper sur la figure des Russes. Bon, après tout, l'homme est fait pour être libre, pour pouvoir échanger autant qu'il veut. Eh bien, échangeons et faisons tout ce qu'on peut. Et si on gagne de l'argent, tant mieux. Le seul problème, c'est que on a laissé se développer un capitalisme tellement féroce que même les États-Unis eux-mêmes n'auraient pas pu l'imaginer. Et qu'une toute petite poignée d'oligarchies ont confisqué, comme ça avait été le cas déjà dans le passé, notamment au cours de la première mondialisation, lorsque nous avons découvert l'Inde et l'Amérique, eh bien, petits groupes d'armateurs sont devenus infiniment plus riches que les rois de l'époque, mais le temps allait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, ce qui fait que les révolutions sont apparues de 100 ans après, tandis qu'aujourd'hui on paye cash immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans ce magnifique pays? On a réussi à développer le capitalisme américain qu'on a croisé avec la technocratie soviétique. Parce qu'on a une technocratie terrible, parce qu'on a décidé, je ne sais pour quelle folie, de détricoter les services publics. C'est-à-dire ce que nous avions certainement le plus réussi et le plus abouti, avec un État qui avait mis en place des dispositifs de régulation qui permettaient l'équilibre et l'égalité des chances un peu partout et où qu'on soit. Qui déjà apprenait à se scolariser, qui vous prenait en charge, etc. Tout ça a été terriblement mis à mal et on a substitué à cela des bouts d'engrenage qui n'ont plus aucune cohérence avec le dispositif d'ensemble, qui faisait qu'il y avait le peuple qui choisissait en son sein des hommes et des femmes pour les représenter, pour réfléchir avec eux, et puis ensuite pour les guider. Et que le peuple avait
la facilité, la possibilité de les changer si ça n'allait pas. Et à côté, une administration qui était organisée de Paris jusqu'au dernier des villages pour assurer le suivi et la cohérence de l'ensemble. Et tout ça a volé avec là. Et nous sommes forcément aujourd'hui dans une autre situation où, malheureusement, excusez-moi de ce que je vais dire, l'homme politique ne pèse plus rien. Nous sommes dans un théâtre d'ombre où nous faisons semblant. Moi, je me fais détester en tant que député chaque fois que je dis ça, je suis obligé de le dire, parce que c'est la réalité, comme on dit toujours, ne change pas. Je souffre beaucoup, je ne suis pas le seul à souffrir, parce que je peux vous assurer que les 330 députés, 340 députés UMP, qui bien souvent sont obligés de voter contre leur gré, souffrent aussi. Et les 220 députés socialistes, ils ne sont pas plus contents d'avoir à voter systématiquement contre ou d'avoir à faire de la surenchère. D'ailleurs, il y a très peu de marge d'action et d'idées entre les deux mouvements, si vous le voyez bien, et ça pose d'ailleurs un problème ces jours-ci qui commence à apparaître et dont on ne sait pas comment il évoluera. Voilà. Donc moi j'ai eu cette chance d'être toujours très indépendant parce que j'estime qu'on peut travailler, et on peut travailler dans une majorité, mais garder quand même cette forme d'engagement et d'indépendance d'esprit qui est absolument indispensable, sinon c'est la porte ouverte à tous les amis. Et aujourd'hui, eh bien, nous ne représentons malheureusement rien, parce que l'argent a quitté nos caisses, il est entre les mains de quelques oligarchies en France et dans le monde qui l'ont rendu prisonnier, et nous sommes obligés de gérer une dette qui est de plus en plus croissante et qui nous oblige à faire des coupes sombres sur tout ce qui faisait la force et le rayonnement de notre pays. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, mais le problème c'est de savoir comment on va y remédier. Alors bien entendu, j'ai quelques idées sur la question que j'aurais pu développer, mais je n'en ai pas le temps. C'est simplement pour vous dire que c'est à la fois grave, mais je suis persuadé, comme vous, que c'est un passage et qu'il sera certainement pacifique. Ce dont je n'étais pas sûr il y a 2 ou 3 ans. J'étais même à peu près certain du contraire. Et que ce que nous montre le Maghreb, ce qui commence à se passer un petit peu partout, cette espèce de prise de conscience collective, et puis ces nouveaux moyens de communication, très déshumanisants a priori, mais qui sont quand même une nouvelle manière d'échanger en masse, et beaucoup, font que c'est certainement possible. Alors c'est la raison pour laquelle il faut que vous élisiez votre conseiller général et qu'il soit un conseiller général éclairé, soit un conseiller général humain, soit un conseiller général qui ait vraiment envie de prendre ses responsabilités. Et son programme est très beau. Je lui ai demandé de m'en donner une copie parce qu'elle a décidément pensé à tout. Et il ressemble très profondément, je crois, à ce qu'attend désespérément l'immense majorité de nos concitoyens. Si cette immense majorité de nos concitoyens attendrait qu'on s'occupe enfin de nouveau d'eux, qu'on les aide à redevenir un groupe d'hommes et de femmes organisés, qui peut de nouveau exprimer des idées, parce que des idées reviendraient. Et qu'au terme de ces idées, des choix puissent se faire, auxquels on puisse adhérer, pour se redonner un destin commun, un destin partagé. Et je suis persuadé qu'on peut le faire, et pour la France, et pour l'Europe, et pour le monde. Et encore une fois, je pourrais en parler, mais je n'ai pas le temps. C'est la raison pour laquelle je crois que ta fureur de vivre, ma chère Christine, ton amour de la vie que tu prends par tous les bouts, est pour vous une garantie et une chance. Et j'aimerais tellement, docteur, que grâce à vos efforts et grâce à vous tous, vous l'élisiez. Parce que je suis persuadé que c'est ici, dans le Jura et dans votre canton, précisément parce que vous êtes ce que vous êtes, et qu'elle est ce qu'elle est, avec cette histoire étonnante, et cette capacité d'engagement qui dépasse l'imagination, que vous pouvez écrire
un petit début de la formidable histoire que nous devrons écrire ensemble. Alors je vous en conjure, du fond du cœur, faites-lui confiance. Elle vous le rendra. Et je vous remercie.